cheering on my band. Got Kenny D over on guitar, Mr. Kevin Dean playing drums, Chuck Call playing bass, Chris Weichman playing on the guitar. Yours truly right here, about to sing a song, so sit back and enjoy, all right? It's the big show. It's a big bad show tonight. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Salut Thierry, comment ça va? Salut, bah ça va, j'ai toujours des problèmes d'ordi, hein, et voilà, ouais. Ça finira par se résoudre d'une manière ou d'une autre. Il est temps que ton ordi rejoigne le Stovocor, c'est ça? Peut-être. Ouais, bah écoute, on y est tous passés et honnêtement, l'ordi avec lequel j'enregistre là actuellement aussi commence à montrer de sérieux signes de faiblesse et je pense qu'il va y passer également et donc voilà, il va falloir que je songe à changer d'ordi portable. Mais bon, ce soir, on se retrouve parce que s'il y a un truc que j'aime bien, moi, et que je suis super heureux parce que c'est toi qui l'as proposé, c'est le catch. Ah, le catch, j'aime bien ça. Hein, bon, voilà. Même si je me suis désabonné du WWE Network ce matin. Ah oui. Ouais, bah c'est 12 €. C'est 12 € par mois et là en ce moment ils ne proposent rien, donc en fait je fais par vague, tu sais, 2-3 mois où je regarde 12 € par mois juste pour du catch. Pour toutes les productions de la WWE. Après bon, ils ont vraiment de quoi balancer. Je pense que si tu aimes le catch, ça vaut le coup parce que vu que la WWE à force de grossir a racheté en fait les concurrents, ils ont vraiment beaucoup de contenu vidéo et en plus ils produisent des reportages et des podcasts vidéo qu'ils publie peut-être pas quotidiennement mais au moins hebdomadairement et honnêtement ouais il y a beaucoup de choses à voir et ça, si t'es vraiment gros fan, ça vaut le coup, je pense. Entre ça et celui de la NJPW, tu peux te blinder de catch à vie sans problème. Mais moi je suis pas suffisamment fan pour rester abonné tout le temps. Donc en fait, à l'approche du week-end de WrestleMania, à partir du ça y est, du Royal Rumble, tous les ans ou presque je me réinscris et jusqu'au WrestleMania où je me désinscris et ça reste comme ça. Du coup j'ai 4 mois par an à peu près d'abonnement. Voilà. C'est malin. Et ouais, puis c'est libre donc c'est cool. En plus c'est pas pour autant que ton compte est supprimé, tu sais, t'as juste à cliquer, il le réactive et puis voilà. Et voilà, donc pendant 4 mois, je bouffe du catch, je regarde tout ce que je peux, beaucoup de reportages et de machins. Et puis après, je fais une surdose et j'arrête tout. Et voilà. Et donc, l'autre jour, là, j'ai balancé un message, j'ai dit, bon alors, vous avez vous avez des idées d'émissions, machin? Et toi, t'as dit, si on parlait cash. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Thierry? T'as eu soudainement une envie de violence, dis-moi. Non, mais bon, je sais que comme le catch, je savais qu'il y avait des catcheurs dans Star Trek et c'est vrai qu'on l'a jamais fait, donc je me suis dit faut en profiter quoi. Ouais. Moi c'est vrai que le catch ça m'intéresse pas plus que ça, donc j'y connais rien, absolument rien. Je suis un ignare total. Mais bon, voilà. J'ai eu plein de films avec The Rock, mais ça compte pas, c'est des films. Très souvent dans les films, ils lui font faire ces prises de finishing, c'est assez marrant. Alors, plus trop maintenant, hein, là dans les Jumanji par exemple, il le fait pas. Mais j'avais remarqué qu'au début de sa carrière ciné, on lui faisait faire le coup, ce qu'il fait à Seven of Nine dans l'épisode, mais on y reviendra tout à l'heure dessus. C'est assez rigolo. De manière générale, de toute façon, l'histoire du catch est très liée au cinéma, hein, de toute façon, puisque le catch
ce sont des storylines, donc des histoires qu'on nous raconte avec des gentils, des méchants qui se bagarrent. Des fois c'est des gentils, des fois c'est que des méchants. Hein. C'est pas toujours aussi radical ni comment on dit. C'est quoi le terme déjà Manichéen. Manichéen, c'est très très manichéen, mais pas forcément tout le temps, c'est pas une obligation. Et c'est très lié avec l'histoire du cinéma, puisque de suite, dès qu'il a fallu dans le cinéma, dans les années 80 surtout dans les années 80, oui, des personnes avec une physicalité très forte, une présence physique, pas forcément des muscles, mais une carrure ou une manière de se mouvoir qu'il fallait notable. On a fait appel aux catcheurs, et notamment aux catcheurs de la WWF, qui est devenu maintenant la WWE. Donc on a pu voir Roddy Piper par exemple dans ce film magnifique de Carpenter, Los Angeles. Oh zut, hein. 1999, un truc comme ça. Ah non, 1900. Non, ça c'est New York 1999 et Los Angeles 2007. Je sais plus combien. Invasion Los Angeles, dans lequel il débarque et puis il trouve des lunettes noires et puis il voit que le monde est régi par des extraterrestres capitalistes. C'est le premier exemple, mais évidemment Hulk Hogan qui a tenté une carrière ciné, et lui très étrangement ça n'a pas forcément super bien pris. Alors il a fait quelques films qui sont très connus que je n'ai pas vus parce que moi je suis pas du tout fan de Hulk Hogan, mais pas. J'aurais pensé, tu vois, qu'il aurait plus marché. Lui c'était vraiment la télé, Hulk Hogan, c'est-à-dire il a fait beaucoup de pubs et de produits dérivés, mais peu de films au final. Bref, ça a continué. Et qui dit ciné dit évidemment télévision, série, télé. Et nous, vu qu'on est fan de Star Trek, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a, Star Trek et Catcher. Et honnêtement, je suis un peu déçu. Parce que si je m'en tiens, alors je me suis tenu sur un article pour les lister, un article du site prowrestlingstories.com qui cite tous les catcheurs apparaissant dans les productions Star Trek. Alors d'ailleurs, il n'est pas à jour. Hein, c'est un article qui date de, je vais te dire de suite la date, 20 avril 2022. Ah si. Alors il est plutôt à jour, je pense, et parce que je me demandais s'il n'y avait pas eu des catcheurs dans les nouvelles moutures, mais bon, je pense que je l'aurais vu passer. Donc, en fait, je suis un peu déçu de la quantité de catcheurs apparaissant dans Star Trek, parce qu'au final, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout. Donc ça va aller assez vite. Et de la qualité de leur apparition. Comment ? Oui. Tu es d'accord avec moi ? Oui, j'en ai loupé un. Je pensais qu'il n'y en avait que 4. 2, 3, 4. Oui, c'est moi qui ne sais pas compter. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai compté les images. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, bref. Ou j'ai compté les épisodes peut-être, hein, puisqu'il y en a un qui apparaît dans un double épisode. Bon, on va faire chronologiquement en suivant. Alors, avant toute chose, dans l'article, il est cité des catcheurs qui sont qui sont devenus cascadeurs professionnels et qui apparaissent en tant que cascadeurs dans Star Trek. Je les ai pas listés. On n'a pas regardé ces épisodes-là parce que c'est pas forcément, c'est pas très gentil, mais bon, ils sont pas suffisamment importants. C'est horrible ce que je viens de dire pour apparaître dans le top. Et de toute façon, même sur le site Pro Wrestling Stories, il y a même pas leurs photos. Donc c'est la preuve que voilà. On commence tout de suite avec Tom Maggie. Là, je vais me tourner vers toi, Thierry, parce que il s'agit d'un épisode Klingon. Une fois de plus, ça c'est pas chiant d'être le monsieur Klingon de ce podcast. T'en as pas marre? Non. Après, j'aime bien parler d'autres choses que des Klingons aussi. Hein. Je suis fan de tout Star Trek, pas juste des Klingons. Mais bon, voilà, ça me dérange pas d'être le monsieur Klingon du podcast.
Donc, il s'agit du catcheur Tom Maggi, ou Maggi, je ne sais pas trop comment on prononce, qui apparaît dans l'épisode Devil's Due de la série Next Generation. Comment on fait? On n'en a pas parlé avant d'enregistrer. Est-ce qu'on présente d'abord le catcheur ou d'abord l'épisode? Eh ben, on va présenter le catcheur parce que honnêtement, les deux, en fait, ça va aller très vite pour tous. C'est pas très cool. Bah, c'est pas non plus des ultra immenses stars, mais Tom Maggi, donc c'est un performeur qui travaillait pour la WWF, ancien champion olympique et bodybuilder qui a un corps. Si vous tapez c'est Tom Tom Maggi MAG2E sur internet, vous allez voir ce corps de rêve qu'il a et cette chevelure frisée des années 80 incroyable. Bon, bref. Et Tom Maggi, sa carrière, elle n'est pas incroyable. Il a été qualifié de Vince McMahon's biggest misjudgment. Vince McMahon, c'est le propriétaire créateur de la WWF, maintenant WWE. Il n'est plus propriétaire, il l'a revendu il y a quelques semaines. Mais bon, bref, voilà. Parce que en fait il ne l'a pas utilisé à bon escient et ça s'est mal passé et si bien que son match le plus connu est un match que vous ne pouviez pas voir jusqu'en 2019 alors que c'est un match qui a eu lieu en 1986 face à Bret Hart, un des plus grands catcheurs de l'histoire du catch. Et apparemment on ne sait pas exactement pourquoi, mais cet épisode a été blacklisté de la WWE. Et donc, il n'a fini que par réapparaître en 2019. Et voilà. Et donc, Maggi est parti tenter une carrière d'acteur. Sauf que, comme beaucoup de catcheurs, en fait, il a été utilisé comme je l'ai dit tout à l'heure, pour son physique et sa physicalité. Apparemment, ça ne lui convenait pas et donc il a fini par mettre un terme à cette entreprise-là, à cette carrière-là également. Mais il s'est trouvé tout de même dans un épisode de Star Trek où il joue un être mystico-historique assez important, entre guillemets, puisque il y a une astuce évidemment, mais voilà, je te laisse le présenter le temps d'aller me chercher un verre d'eau. Ok, je vais résumer l'épisode rapidement. Donc il apparaît dans l'épisode Devil's Due. Donc c'est un épisode de la nouvelle génération, de la saison 4. Et en fait, c'est il y a Starfleet coopère avec un peuple dont on ne sait pas grand-chose, à part que en fait, ça fait 1000 ans qu'ils ont une période de paix et de prospérité, et ils ont une espèce de croyance religieuse qu'il y a un être qui est responsable de ces 1000 ans de paix, qui s'appelle, je sais plus comment, j'ai vu l'épisode il y a une demi-heure, j'ai déjà oublié. C'est clair. Non. C'est pas ça? C'est pas le nom que je cherche. Ah, pardon. Bon, c'est pas Ardra, voilà. Donc Ardra, qui aurait passé un pacte avec ce peuple, qui aurait été donc 1000 ans de paix et de prospérité, en échange de qui deviennent ses esclaves à la fin de ces 1000 ans. Et il se trouve que ces 1000 ans sont écoulés et qu'il y a quelqu'un qui débarque et qui prétend être Ardra et qui a créé un peu tous les signes qui étaient prévus par la légende. Voilà. Et l'équipage de l'Enterprise n'est pas dupe et va jouer un peu à Scooby-Doo pour démasquer la personne en fait qui utilise des rayons tracteurs, des projecteurs holographiques, des téléporteurs, des générateurs de champ de force pour faire les pouvoirs qu'est censé avoir un Ardra dans la légende, parce que profiter un peu des croyances de ce peuple. Et c'est apparemment, on découvre évidemment à la fin quand
quand elle est démasquée, que en fait, c'est une habitude chez elle. Elle se renseigne sur les croyances d'un peuple, d'une planète qui a pas forcément la même maîtrise technologique qu'elle, et elle utilise sa technologie pour se faire passer pour des êtres de légende et arnaquer les gens. C'est une arnaque en fait, tout simplement. Voilà. Et donc, parmi ces démonstrations de pouvoir, elle se transforme en Fekler, qui est donc un être mythologique Klingon qui règne sur Gretor, qui est l'équivalent Klingon de l'enfer, c'est-à-dire que c'est là où vont les Klingons déshonorés. Et en fait, on n'en sait pas beaucoup plus que ça d'ailleurs. C'est la première fois qu'on entend parler à la fois de Gretor et de Fekler, si je dis pas de bêtises dans cet épisode. Voilà. On en entend reparler par contre dans l'épisode de Voyager, dont j'ai oublié le nom, où B'Elanna, je sais plus trop ce qu'elle a, elle est dans le coma ou un truc comme ça, je sais plus. Et du coup, elle se retrouve dans son imagination sur un bateau qui l'emmène à Greta. Et j'ai une question à ce propos de ça, parce que alors je n'ai vu cet épisode qu'une seule fois, mais dans mes souvenirs, l'impression, dans mon ressenti, c'était pas de l'imagination en fait, elle y était vraiment concrètement. Est-ce que c'est moi qui me le suis fantasmé, qui m'étais dit d'accord, ils ont pris la position de dire que l'au-delà Klingon existe réellement, ou c'est moi qui me trompe et qui dit des bêtises? Ils ont laissé le doute. Je pense que l'épisode laisse le doute. D'accord. De mémoire, c'est ça. On sait pas trop si c'est un peu comme Nilix avec sa forêt chelou là. On sait pas trop. Et comme comment il s'appelle, Chakotay aussi. Chakotay avec toute sa mysticité, qui peut passer dans un premier temps comme du simple de la méditation, mais il y a toute une histoire d'énergie et d'animal totem qui vient se jouer et un petit peu bien mêlé avec le vrai moi pareil là-dessus, je me suis dit tiens, Voyager prend la position de dire que la mystique de Chakotay est réelle. Non, ça me rappelle rien, ça, comme ça. Mais peut-être, je sais pas. Je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, désolé. Et donc, du coup, il joue Fekler. Donc, en tout cas, il joue Ardra se faisant passer pour Fekler. Et donc, il a deux scènes dans l'épisode. Une première scène où c'est Ardra qui le fait pour répondre à Worf en fait et pour essayer de l'impressionner. Ça n'a pas l'air de plus marcher que ça d'ailleurs. Et ensuite une deuxième scène où en fait il joue Jean-Luc Picard qui se fait passer pour Fekler pour démontrer que les pouvoirs de Ardra sont faux. D'accord. Voilà. Et donc il a une ligne de dialogue à chaque fois. Alors je sais pas si c'est lui qui fait la voix, parce que la voix est un petit peu retravaillée, elle est un peu distordue pour faire un peu. Probablement pas, oui. Monstrueux, voilà. Donc je sais pas si c'est lui ou pas. Voilà. Donc effectivement, je pense que des épisodes dont on va parler, des catcheurs dont on va parler, c'est celui qui a le plus petit rôle. En fait, il a deux lignes de dialogue et on voit pas sa tête. Mais par contre, Fekler, il est vraiment horrible. Il fait peur. Ah bah c'est le but, hein, c'est une créature. C'est dégueulasse, il bave. Les Klingons n'avaient pas envie de se retrouver dans son monde. Et ouais, c'est un espèce de croisement entre un Klingon et un Predator, mais en mode un peu dégoulinant. Oui, c'est ça. Du coup, qui bave comme un alien. Ouais. Ok.
Bon, non, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur ce. Oui, c'est un genre de démon. Ouais, c'est le Belzébuth de la mythologie Klingon, quoi. Et comme on peut l'imaginer chez les Klingons, il est particulièrement physique, avec un visage affreux, une gueule j'allais dire de bullboxer, de bulldog. Tu sais, cette mâchoire très bon, bref, et voilà. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire même sur l'épisode en fait, ni sur le catcheur, donc on va peut-être avancer directement au l'épisode après, si on voulait se focaliser sur l'épisode, on aurait pu en parler pendant 1 heure à chaque fois qu'on parlait d'un épisode. Chaque fois. mais c'est vrai que bon, là, si on veut trouver un équilibre, bon, il n'y a pas non plus de truc à dire. L'épisode est sympathique, hein, il est agréable à regarder, il est un peu jouissif pendant le moment Scooby-Doo, quoi. Dans le Picard, il refait tous les pouvoirs de Dardra devant elle, et puis en plus il la nargue en disant maintenant que j'ai démarré le tremblement de terre, tu peux peut-être utiliser tes pouvoirs pour l'arrêter. Ah bah non, tu peux pas. Ah bah c'est dommage. Il claque des doigts, hop, c'est bon, c'est arrêté. Il y a un petit côté un petit peu sadique, enfin pas sadique parce que bon, elle mérite de se faire ridiculiser, mais c'est voilà, il y a un petit côté jouissif où tout le long c'est assez effrayant parce que elle fait disparaître l'Enterprise quand même. À un moment donné. Donc on se demande si on n'est pas face à un être genre Q ou Trelane ou un peu tous les êtres omnipotents qu'on croise dans TOS. Donc là du coup il y a un petit côté. Ce qui est bien, c'est comme il y a eu ça souvent, l'épisode ça laisse le doute au départ et on se dit ça se trouve l'équipage se plante totalement, c'est vraiment un être surpuissant. Mais c'est bien du coup d'un côté qu'il ne se plante pas l'équipage et que ça leur donne un justificatif dans les autres épisodes où ils se plantent de justifier que ben non, ils cherchent la vérité, donc ils sont vraiment ils ne croient pas forcément ce que leurs yeux leur disent, quoi. Ça c'est bien. Ah oui. Voilà, donc il est sympa, puis du coup effectivement il apporte vraiment un truc à la mythologie Klingon et c'est un truc qui est resté ensuite, quoi. Dans Star Trek Online notamment, on va à Gretor et on combat Fekir. D'ailleurs Wizard, c'est un truc, ça faisait longtemps que j'avais pas vu l'épisode et j'étais persuadé que ça se disait Fekir et en fait non, ça se dit Fekler. C'est un L et c'est un L minuscule et pas un I majuscule. Voilà. Je m'étais fait piéger avec ça. Ok. Parce qu'en fait, il y a un ennemi qui a vaincu Calès. Alors, on sait pas trop si c'est un peuple ou si c'est une personne. Enfin, quoi que si, ils sont plusieurs, en tout cas, qui s'appellent les Fek'Iri. Donc, le nom peut se ressembler un peu, mais en fait, pas du tout, puisque c'est un L et pas un I, donc c'est Fekler. Et puis, les Fek'Iri, il y a que Fek au début qui ressemble finalement. Et puis c'est pas parce qu'il les a vaincus qu'il mérite la place de démon des enfers, quoi. Mais ça pourrait être lié quand même. Ouais. Ok. On passe au suivant ou Ouais. Et donc on arrive sur Tommy Lister Jr. dit Tiny ou Tiny, qui joue un Klingon dans une série Star Trek. Un Klingon comateux. Comment ? Un Klingon comateux, exactement, c'est dommage. Dans l'épisode pilote de la série Star Trek, Enterprise. Tiny Jr., je pense que vous le connaissez probablement. Vous avez dû le voir. Il apparaît dans plein de films parce que pour le coup, lui, il a une liste d'apparitions dans des films incroyables, et notamment dans un film que j'ai revu il y a 2 ou 3 jours, Le 5e élément, où il joue le président de la Terre. Il apparaît, alors je suis sur le site Pro Wrestling Stories, ils disent qu'il apparaît dans Jackie Brown, dans Friday, je ne sais pas ce que c'est, dans le Dark Knight le 3e film de la saga de Nolan, etc. Et honnêtement, j'ai oublié le nom de l'épisode, Broken Bow.
je pense qu'on va un peu passer dessus assez rapidement parce que Broken Bow, on l'a traité, nous, dans Star Trek pour les nuls. C'est le tout premier épisode de Star Trek pour les nuls, hein, l'épisode sur les pilotes. Ah, mais tu n'y étais pas d'ailleurs, toi. Peut-être pas. Non, t'étais pas arrivé pour l'épisode sur les pilotes. Non, c'est possible. Qu'est-ce que t'en penses de cet épisode? C'est un chouette pilote? Bah oui. Alors notamment, moi, je l'ai dans une petite liste à laquelle j'avais passé pas mal de temps à réfléchir avec des membres de forum, qui était un peu si on devait faire découvrir 6 épisodes de Star Trek à quelqu'un pour lui montrer un peu l'étendue de ce qu'est Star Trek, qu'est-ce qu'il faudrait montrer. Mm-hmm. Et donc, il y avait eu toute une réflexion pour savoir lesquels étaient les plus adaptés pour représenter finalement chaque série. En tout cas, la série de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas encore Discovery et tout. C'était avant ça. Donc, TOS, TNG, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise. Et tu incluais TAS? Oui. D'accord. Et la série animée. Un épisode de chaque pour faire découvrir Star Trek. Voilà, c'est ça. Okay. Et donc, Broken Bow, c'était. Il y a que 2 séries où c'est le pilote qui a été sélectionné. C'est Deep Space Nine et Enterprise. Ouf. Voilà. Parce que et pour Enterprise vraiment c'est pour moi c'est effectivement l'épisode qui représente assez bien la série, quoi. Donc il y a un peu tous les éléments qu'il y a dedans, la manière de se comporter aussi des humains qu'on voit qui est différente des autres séries parce que c'est pas la même période. Le Broken Bow place bien l'humanité dans son démarrage d'utopie, utopie balbutiante à ce moment-là, on va dire, un truc comme ça. Et voilà, c'est vrai que c'est intéressant. D'erreurs, de bêtises, parce que ils démarrent, ils sont enthousiastes et ils font plein de conneries. C'est présent dès le début, c'est assez, ça représente bien ça. Et effectivement, alors toi, Tini, c'est son surnom, Tini, son surnom de catcheur. Ouais. Alors qu'il doit faire un bon 2 mètres 10. D'accord. Oui, c'est la bonne taille pour jouer un Klingon, on remarque. Mais alors effectivement, il joue pas beaucoup parce que il est au départ de l'épisode, il se fait tirer dessus par un paysan. Ouais. Alors c'est peut-être aux États-Unis, parce qu'en plus en ce moment c'est un peu la fête là. Les gens ils tirent sur d'autres pour tout et n'importe quoi. Il y a même des mèmes qui sont en train de continuer là-dessus. Je sais pas si t'as entendu ça. Il y a trois affaires là qui sont sorties. D'accord. Une nana qui s'est trompée d'allée pour rentrer sa voiture. Elle est entrée sur l'allée du voisin au lieu de la sienne. Le voisin l'a tuée. Oh. Il y a une gamine qui a perdu son ballon sur le terrain du voisin et qui est allée le chercher. Elle s'est fait tuer aussi. Oh. Parce que le voisin a dit, il y a une gamine sur mon terrain, je vais la tuer. Je pense que c'est une bonne idée. Enfin, c'est les Américains, quoi. Et des comment on dit cheerleader en français, comment on dit? Pom-pom girl. C'est mieux en anglais. Cheerleader. Ils sont fait tirer là-dessus parce qu'elles sont trompées de voiture en sortant de boîte. Oh là là. Voilà. Bon, bref, après, tu sais, il y a les Américains qui sont les Américains, mais en France, nous, on a nos Américains à nous qui s'appellent les chasseurs. Et pour vivre dans une zone extrêmement rurale, quand tu sais que c'est dimanche jour de chasse, tu fais attention quand tu sors. Hélas. Ouais, c'est assez marrant. Et donc là, effectivement, il y a un fermier qui réagit comme ça. Un Klingon, qu'est-ce que je vais faire? Je tire dessus et puis je poserai des questions. Donc voilà, et donc il y a un moment donné où il se réveille, il dit quelques trucs en Klingon. Et puis après, tout le reste du temps, il est, si je me rappelle bien, tout le reste du temps, il est dans le coma où il est sédaté, en tout cas. Ouais. Mais il a un rôle vraiment central dans l'épisode. C'est lui qui démarre même, en fait, c'est lui qui fournit l'excuse à Jonathan Archer pour enfin faire décoller l'Enterprise, alors que les Vulcains freinaient les cas de fer pour éviter qu'ils aillent faire des conneries dans le galaxie. Ils savaient pas complètement tort, mais bon. Oui, mais c'est pas eux qui décident.
Mais ouais, il joue un Klingon qui s'appelle Klang. Et s'il réapparaît à la fin, enfin il réapparaît, il apparaît tout le long de l'épisode, mais il fait rien. Mais à la fin de la deuxième partie, donc du deuxième épisode, il dit un équivalent de merci. Il dit pas merci, mais je sais plus comment ça se termine. Ça se termine sur un truc du genre, il doit dire merci, mais il veut pas dire merci. Je crois. Oui, parce que finalement, ça a été très utile à l'Empire Klingon que l'Enterprise le ramène parce qu'il y avait des informations vitales dans son sang sur ce que préparaient les Suliban pour essayer de créer de la guerre civile dans l'Empire, quoi. Donc, il a pas beaucoup de lignes de dialogue, quasiment pas, mais pareil, il a vraiment un rôle majeur dans le double épisode. C'est marrant. Bah, en gros, c'est comme les autres catcheurs. Soit, j'allais dire beau, non, peut-être pas beau, soit gros et tais-toi. On va dire un truc comme ça. Ok. Et on reste. Sauf si t'as d'autres choses à dire sur cet épisode ou sur Tiny. Non. Dans le 5e élément, il me fait marrer, mais il fait pas grand-chose non plus. Tu as parlé de sa carrière cinématographique, mais dans le catch, tu as des choses à dire sur sa carrière de catcheur, plus précisément? Non, je le connais pas très bien. Il est apparemment surtout reconnu pour la WCW, qui était une concurrente de la WWE. Et apparemment, il a fait plusieurs feuds, donc des histoires de bagarre avec Hulk Hogan, le fameux immense catcheur connu de toutes et tous. Il est décédé l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Non, en 2020, pardon. Il est décédé en 2020, ce qui m'a mis un petit coup au cœur parce que c'est un gars que j'avais vu uniquement dans un film, Le 5e élément, mais que j'aimais bien. Tu sais, il est sympa. Il est sympathique. Non? D'accord. Je le connais pas personnellement, je peux pas dire s'il est sympathique ou pas, mais c'est vrai que le président dans le 5e élément, ouais, il a un côté un peu débonnaire qui est... Ouais, voilà. Voilà. Ouais. C'est le seul cadre dans lequel je le connaissais, à part cet épisode de Broken Bow, dans lequel il est pas sympathique pour le coup, mais c'est normal, c'est un Klingon. Mais voilà, bon, c'est comme ça. Il a porté 2 costumes dans Broken Bow. Son costume de son armure de Klingon, qui s'est vendu aux enchères à $1,525. Waouh! Et pas si cher que ça pour un costume de Klingon, franchement. Ah, d'accord. Il a son costume de l'infirmerie de l'Enterprise, qui lui s'est vendu à $233. D'accord. Ouais. C'est marrant ça, de vendre ce genre de truc. Ok. Ce qui fait un petit rappel de notre émission précédente d'il y a, je ne sais plus, 2 semaines, je crois, les objets collectibles qui apparaissent ou non dans les films et dans les séries. Voilà. On passe au Big Show. Hey, it's a big show. Donc Paul Wright, aussi connu sous le nom de Big Show, toujours entre autres à la WWE. Pour le coup, lui, il est allé à plusieurs endroits. Hein. Il est, c'est pas marqué, tiens, sur le site, mais il me semble qu'il a été aussi à la WCW et plus récemment à l'AEW, donc le concurrent unique actuel de la WWE, si on externe la NJPW qui se passe au Japon. Voilà, donc mais bon, ça, la WWE l'ignore totalement, ça c'est pas trop grave, mais l'AEW lui a fait peur à une époque, plus maintenant, mais voilà. Et donc le Big Show, qui lui, pour le coup, est une personne peut-être moins connue physiquement que Tommy Lister, bien que je sais pas trop, je saurais pas te dire. Tu vois, par exemple, là, je sais même pas. Il faudrait que j'aille voir sur Wikipédia s'il a joué dans d'autres films, mais je sais pas. Ou alors, ce sont vraiment des rôles très 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 secondaires. Mais bon. Mais par contre, il a droit à sa propre série Netflix, qui est Mon fils l'a regardée. Elle est nulle, mais elle est nulle. Oh,
C'est d'une nullité. C'est affreux. Ce qui est rigolo, c'est qu'il joue son propre rôle. Et l'accroche de l'histoire est pas mal. C'est-à-dire qu'il joue donc son propre rôle, le Big Show, mais en dehors du catch dans sa famille. C'est-à-dire qu'il est marié avec une femme. Et il a 2 filles, je crois. Et sa fille aînée d'un autre mariage, donc une 3e fille plus grande, vient le rejoindre pour vivre avec lui et son épouse et ses 2 sœurs, et ses 2 filles pour rejoindre cette nouvelle famille qu'elle rejoint. Et donc on découvre le Big Show sous un tout autre angle. Avec c'est une série comme les sitcoms de M6, tu sais, c'était comment touche pas à mes filles. Bon bref, c'est toutes ces séries dérivées des années 80 qui sont avec des rires préenregistrés, seulement 2 ou 3 décors, machin. C'est vite fait rigolo. Moi je pensais, j'ai regardé 2 épisodes avec mon fils, je pensais voir du catch. Tu sais, je m'étais dit de temps en temps, ce serait bien. Tu profites quoi, tu l'as, mais pas forcément des vrais matchs, mais juste une prise ou 2 par-ci par-là. Parce qu'ils vont le voir dans des salles de spectacle ou des machins, des trucs. Et je m'étais dit, on va en profiter, ils vont le mettre. Non, pas du tout. Ils le font une fois pour l'épisode pilote et c'est tout. La série est pourrie, mais bon. Big Show. Pour le coup, lui, il a gagné tous les championnats possibles et inimaginables. Champion du monde, champion poids lourd, champion par équipe, champion de la ECW, 2e champion de la 2e mouture de la ECW, etc., etc. Plein de trucs. Il a une voix très reconnaissable parce que, comme beaucoup de personnes atteintes de gigantisme, il a une grosse voix façon André le Géant. Je sais pas. Tu connais André le Géant? Oui, il est dans Princess Bride, donc. Ah ouais, magnifique. Et tu vois sa voix comme elle est très particulière. Le Big Show a un petit peu la même voix, un peu moins, à peine moins forte. Mais bon, voilà. Et pareil, c'est une personne qui est vachement. Il est mignon. Moi, même quand il joue le méchant, il me fait. Ça se voit sur lui qu'il est gentil. Ça se trouve c'est un connard. Hein. Ça se trouve c'est un salopard de première. Mais quand je le vois, j'ai envie de me réfugier dans ses bras de grand nounours. Bon là en Orion, je sais pas si tu l'as déjà vu dans d'autres productions ou à d'autres reprises, mais ça te le fait peut-être pas. Après c'est peut-être l'effet de la peinture verte, mais. Oui, en tant que Orion, bon, il est pas très bon. Non mais là son visage, je ne vois pas plus que ça. Après ça se trouve j'ai vu des trucs où il était, mais. Je sais pas. Ouais. Et là, pour le coup, il apparaît dans l'épisode de Star Trek Enterprise Borderland, aka Les Améliorés en français. Épisode 4 de la saison 4 de Star Trek Enterprise. Gros épisode. Grosse importance. Là, pour le coup. C'est l'épisode qui initie l'arc des Améliorés. Donc, effectivement, un épisode très important pour la suite. Et puis, même en lui-même, il y a Brent Spinner qui vient en guest star pour jouer un des ancêtres du Dr. Soong. Ça, c'est incroyable. Enfin, incroyable. Comment t'as réagi la première fois que t'as vu Brent Spinner revenir dans Star Trek? Après, tu sais, moi, j'ai... Ah oui, toi, t'avais enchaîné. Vu le contexte où j'ai vu Star Trek, j'ai enchaîné, donc j'ai pas le truc du mais je regardais TNG quand j'étais enfant, tout ça. Oui. Donc bon, voilà, oui, c'était Brent Spinner. Je me suis dit tiens, c'est marrant, il est là, quoi. Et ça m'a pas fait plus que ça, quoi. Reste que ça faisait quand même 2 séries que tu l'avais pas vues, donc bon, bref. Ouais, parce que moi, je sais que quand il est arrivé, je me suis dit oh. Tu sais, j'ai lâché sûrement ma cuillère de céréales, je l'ai fait tomber dans mon bol. Non, je déconne. Je sais plus ce que je faisais à ce moment-là. Mais bon, ça m'a surpris vraiment sur le coup. Mais par contre, c'est intéressant parce que du coup, il vient dans un rôle à l'opposé de ce qu'il nous a habitués jusqu'à présent, où il joue un salopard. Il jouait déjà Lore dans TNG. Ouais, oui. Ça compte pas vraiment. Oui, mais ça compte pas vraiment. Lore, il apparaît 3 fois et il y a toujours Data dans les environs pour le
pour le contrer. Oui, là, il joue que un salopard. Oui. Ouais. Parce que même quand il est quand Brent Spiner, donc là je parle vraiment de l'acteur, quand il est dans Independence Day, il jouait un gentil scientifique un peu foufou, mais très très rigolo quoi. Donc moi j'étais content de le voir en salaud de première comme ça, prisonnier, vilain, méchant, qui répond à Archer, qui le regarde un peu de haut comme ça. C'était cool. Bref. Oui. Oui, non, mais c'est vrai que le personnage est pas mal, quoi. C'est un personnage qu'on aime bien détester. Et là, pour le coup, Big Show, lui, contrairement aux deux précédents dont on a parlé, il a quand même beaucoup plus de lignes de dialogue dans l'épisode. Parce que donc un petit résumé l'épisode rapidement. Donc il y a des améliorés qui finalement qui ont été planqués par le, je crois qu'il s'appelle le docteur Sung aussi, non oui, de toute façon oui, qui est un scientifique eugéniste qui a été condamné pour avoir, enfin c'est un scientifique qui a été condamné pour avoir volé des embryons d'améliorés, voilà, qui étaient conservés sur la Gold Station 12, qui est une base d'expérimentation en biologie. Et où ces embryons-là, je sais pas pourquoi ils les ont pas détruits d'ailleurs, mais bon, ils les ont, voilà, ils étaient dans cette station-là et lui il s'est enfui avec plusieurs embryons. Et donc quand ils découvrent que des améliorés ont volé un vaisseau Klingon et qu'ils ont pu récupérer des extraits d'ADN de ces améliorés-là, bah ils savent que c'est ceux qui ont été volés par le Dr Sung, donc Jonathan Archer va le chercher pour essayer de savoir où pourraient se cacher ces améliorés, etc., comment les récupérer. Et Dr Sung arrive un peu à négocier d'être embarqué sur l'Enterprise en disant que lui il saurait les raisonner, etc. Évidemment, il a un autre plan en tête. Hein, voilà. Et donc il les emmène dans un secteur de l'espace qui est un peu à proximité à la fois de la frontière du syndicat d'Orion et la frontière de l'Empire Klingon. Et plusieurs membres donc l'Enterprise est attaquée par un vaisseau Orion et plusieurs membres de l'Enterprise sont enlevés par téléportation quand ils arrivent. Et ils sont emmenés dans un marché aux esclaves Orion. Et bon, évidemment, l'équipage d'Enterprise vient pour essayer de les sauver, etc. Et donc, Big Show est un des Orions qui gère le marché aux esclaves, et c'est celui qu'on va le plus voir dans l'épisode parmi tous les Orions qu'il y a. Et voilà, il soulève T'Pol et il la promène comme c'était une bouteille d'eau. Je sais pas. C'est très drôle, mais pour le coup, c'est ahurissant. Bon, déjà il est gigantesque, hein, je crois qu'il fait 2m16, c'est ça, un truc comme ça. Tu sais, je sais pas. Et je sais pas quelle taille il fait Jolene Blalock, mais elle a l'air minuscule à côté de lui. Et il l'attrape par la taille, il la tient à bout de bras comme ça. Tenez, regardez, je tiens Jolene Blalock comme ça. qui pour le coup, elle est avec son air de blasé de Vulcaine, elle est en train de dire, elle réagit pas, tu sais, et ça, là, pour le coup, c'est vraiment hilarant. Et ça, je pense que c'est une des meilleures utilisations qu'on puisse faire d'un catcheur. Ils sont là pour ça. Alors, il fait 2 mètres, quelque part entre 2m13 et 2m8, hein. Apparemment, ça varie. Comment? Comment ça varie? Bah tu sais, au cours de ta vie, suivant ta manière de te tenir, non, j'en sais rien. Peut-être qu'il a eu des cheveux à une époque, je sais pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les utiliser, les catcheurs. C'est merveilleux. Tu les prends et tu leur fais faire des trucs physiques. Et d'ailleurs, on parlait d'André Géant dans Princess Bride, et c'est pour ça qu'il est dans Princess Bride. Il est là également pour attraper les personnes, les soulever, les poser ailleurs. Ça, et
t'as pas besoin de mettre une caméra qui prend en contre-plongée. T'as pas besoin de faire du CGI avec des muscles qui transpirent dans tous les sens. Tu prends un gars qui a une main grosse comme le visage d'un gars, tu lui fais mettre sur la tête d'un autre gars et tu lui fais bouger dans tous les sens. Tu vois le gars se faire secouer et tu te dis waouh, voilà. Et donc là, pour le coup, des 4 catcheurs dont on va parler. Le Rock a une très très bonne utilisation, mais on va en reparler. Mais pour le moment, c'est le Big Show qui a eu l'utilisation la plus vraiment intéressante parce que un catcheur, c'est de la physicalité. Et donc au-delà de ça, il a plusieurs répliques parce qu'il parle régulièrement aux esclaves et donc aux personnages d'Enterprise pour les menacer, pour leur dire que voilà, il dit à T'Pol qu'il est content parce qu'il lui rapporte beaucoup d'argent. Il dit à l'enseigne, je sais plus comment il s'appelle, que lui, il valait même pas le coup de l'avoir capturé, qui était à peine rentable, quoi. Voilà, il a quelques répliques régulièrement. C'est lui qui va montrer en fait à la foule qui achète les esclaves aux enchères, les esclaves. Donc voilà. Et donc il leur parle régulièrement, il les menace. On le voit parler aussi, je crois, avec l'acheteur de T'Pol. Évidemment donc les membres de l'Enterprise ont un espèce d'appareil qui est implanté dans leur cou qui leur provoque des douleurs, on sait pas trop exactement comment, mais avec une télécommande quoi pour les contrôler. Et donc Archer, ce qu'il fait, c'est qu'il achète un de ses hommes d'équipage, qu'il l'achète comme esclave, il le ramène sur l'Enterprise, comme ça il peut extraire l'appareil de contrôle et trouver comment les hacker, et donc il pirate après tous les appareils de contrôle du marché aux esclaves pour provoquer une évasion, une émeute, etc. Et donc à ce moment-là, T'Pol elle frappe son acheteur et donc Big Show arrive pour essayer de la recapturer, puis elle lui latte les couilles, littéralement. Pardon, ça me fait toujours marrer. C'est la fin de ces apparitions. Jolene Blalock fait à peu près 1m70. Oui, donc elle est pas non plus 5 foot 6, c'est ma taille à moi. Ça aussi, le coup dans les couilles, c'est quelque chose de très important dans le monde du catch parce que le Big Show fait partie de cette catégorie que l'on appelle les géants. Donc André le Géant, le Big Show, actuellement il y a Omos et Braun Strowman. Ce genre de catcheurs sont tellement immenses et construits, c'est-à-dire qu'on leur donne des histoires où ils sont invincibles, c'est-à-dire que Braun Strowman, il y a une des vidéos où on le voit soulever une ambulance. Alors je dis apparemment il n'y a pas de vérin, mais je trouve qu'il la soulève un peu trop facilement. Bon bref, soulever des ambulances, casser du matériel. Il y a un match entre Braun Strowman et le Big Show où un des deux, je ne sais plus lequel, fait une German suplex à l'autre et le ring se casse et tombe et tout le monde tombe. L'arbitre vole en l'air et tout, c'est génial. Il passe à travers les cordes, c'est à mourir de rire. C'est complètement c'est over. Ouais, voilà. Mais du coup, comment tu fais pour vaincre un géant quand tu te retrouves face à lui, quand toi tu fais seulement 1m90, hein? Eh ben tu lui lattes les couilles. Voilà, très souvent en fait ce qu'il se passe pour battre un géant, tu te débrouilles pour que le géant sans faire exprès tape l'arbitre, donc l'arbitre est KO, tu glisses derrière lui et on fait un low blow, ça s'appelle, c'est-à-dire soit un grand coup de pied entre les jambes, soit un grand coup d'avant-bras. Avec le bras tendu, comme ça fait un peu un signe de, tu sais, bras tendu bien haut, etc. Et après, c'est très drôle parce que le géant, il tombe par terre et tout le monde rigole. Et puis l'arbitre, là, à ce moment-là, il se relève et tu te couches dessus. 1, 2, 3, hop là, guys, c'est terminé. Voilà. Donc, quelque part, ça fait un rappel. Voilà, si tu veux arrêter un géant, coup dans les coucougnettes. D'accord. Ok. Voilà.
Ok, bah tu vois, voilà, heureusement que t'es là, parce que moi, j'étais pas du tout au courant. Voilà, c'est sûr que pour aimer le catch, il faut aimer ce qui se passe sous la ceinture. Parce que la ceinture, tu la gagnes, mais tu la portes aussi. Ouais, désolé, j'ai raté mon lien, mais bon, tout le monde a compris. Bien. Okay. Quoi d'autre sur le Big Show et sur Borderland? Quoi de plus après? En fait, oui, on apprend que c'était un plan d'évasion du. Je vais finir de résumer vite fait. On apprend que c'était un plan d'évasion du Dr. Sung pour récupérer pour après essayer de retrouver les améliorés. Mais Archer arrive à le récupérer, même s'il a réussi à désactiver le transpondeur qu'il avait d'implanter. Mais c'est pas grave parce que les améliorés arrivent avec leurs oiseaux de proie. Ils déglinguent les vaisseaux Orion qui essaient de poursuivre l'Enterprise pour récupérer T'Pol. Parce qu'elle avait été vendue, donc fallait honorer la vente auprès de l'acheteur. Et après ils abordent l'Enterprise et puis comme c'est des améliorés, ils sont trop forts, donc ils arrivent à repartir avec le Dr. Sung à bord de leur proie. Et l'épisode se termine un peu comme ça. Et ils enlèvent Archer, je crois aussi au passage. Je sais plus. Je l'ai vu il y a une demi-heure. Ouais, voilà. Et après, évidemment, c'est le début de l'arc, donc ça finit pas. Il n'y a pas une vraie fin à part le fait qu'ils aient réussi à récupérer leur membre d'équipage Est-ce que c'est dans celui-là que... Non, c'est pas dans celui-là qu'on a les trois Orion. Parce que je l'ai pas revu moi du coup. C'est pas dans celui-là qu'on a les trois Orion et qu'on apprend qu'en fait ce sont les femmes Orion qui maîtrisent tout. Oui, non, c'est pas dans celui-là. C'est pas dans celui-là. Là, on voit la seule Orion qu'on voit, elle est vendue aux enchères. Ok. Oui, mais elle utilise ses phéromones, non, dans mes souvenirs. Elle se vend elle-même. On n'en fait rien dans cet épisode. Non, c'est pas celui-là. Ok. Il me semblait. Ok. Écoute, on va avancer et parler de la plus grande star de la soirée, The Rock, connu sous son nom de Dwayne Johnson, que vous connaissez très probablement, très certainement pour tout ce qu'il a fait après le catch, après la WWE. Qu'est-ce qu'on peut citer là, il y a que Fast and Furious et Jumanji, c'est peut-être pas très honorable. Jungle Cruise, c'est pas très honorable non plus. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est terrible. Oui, La Fée des Dents. Il a joué dans La Fée des Dents. Il a joué Hercule. Ah ouais? Dans un film qui est sympa. Je l'aime bien ce film, Hercule. Il a des cheveux dans ce film et ça lui va très bien. Il a des cheveux longs, ça lui va très bien. D'accord. Oui, donc il a joué le roi Scorpion, mais oui, c'est ça. Oui, le roi Scorpion, oui. Oui, avec son incrustation en CGI dégueulasse sur un scorpion en 3D. Ça, c'est dans la Momie 2 là-dessus. Mais par contre, après, le film Le Roi Scorpion est assez génial. Et d'ailleurs, la Momie 2 est pas mal non plus. Mais bon, ouais. D'ailleurs, ce qui est un peu rigolo, c'est que dans la Momie 2, on nous présente le Roi Scorpion comme un méchant salopard de première. Et dans le film Le Roi Scorpion, on nous le présente comme un mec super sympa, gentil, héros du peuple. Ça va pas du tout en contradiction au précédent film, mais bon, voilà. Et bref, le Rock qui commençait sa carrière d'acteur, hein, c'est un des premiers trucs dans lequel il joue. Ouais, c'est la troisième série dans laquelle il a un rôle. D'accord. Et il avait joué dans quoi avant? Parce que j'ai pas regardé. Tu l'as vu? Une série télévisée qui s'appelle That 70's Show. Ok. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et super drôle. Une série qui s'appelle Track sur Internet. D'accord, ça pour le coup je connais pas. That 17 Show, c'est assez drôle. C'est une série qui se passe dans les années 70, sauf qu'elle est réalisée dans les années 2000 et elle est vraiment vraiment très drôle. Et
Enfin bon, bref, là pour le coup, c'est vraiment une chouette série qui a vu débuter pas mal d'acteurs et d'actrices. Mila Kunis, comment il s'appelle? Bon, bref, il y a plein d'acteurs et d'actrices qui ont démarré là-dedans et ça vaut le détour, je pense, selon moi. Et donc The Rock apparaît. Il a une filmographie longue comme le bras, The Rock. Hein, il a fait des tas de trucs. Voilà, bon, c'est vrai que j'ai retenu Hercule. Il a joué dans notamment le très mauvais film Doom. Oh non, c'est pas si mauvais que ça, Doom. Bon, je sais pas, c'était bourré quand je l'ai vu, je me souviens pas bien. Ah non, moi c'est un film que j'aime énormément. Dans les films récents auxquels il a joué dans Black Adam aussi. Ah ben oui, c'est vrai. D'ailleurs, il était un peu vexé que le film foire. C'est normal. Les gens en ont marre des films de super-héros. Après le retour de la momie, il a fait des dizaines et des dizaines de films. Ah, mais je savais pas, mais il a fait une voix dans Free Guy. Oh. Ah, ben oui, Rampage. Oui, Rampage avec un singe géant, j'aurais dû y penser. Ouais, c'est un film de kaiju qui est parmi les films de kaiju américains, c'est un de mes préférés. D'accord. Bon, maintenant que j'ai vu le King Kong d'origine, c'est sûr que King Kong d'origine est bien devant maintenant. Eh oui. Le King Kong d'origine est incroyable. C'est pas une super bonne adaptation, mais par contre, c'est un film assez sympa. Il a joué dans No Pain No Gain. Je sais que je connais quelqu'un qui l'a vu et qui a été déçu parce qu'il n'y a pas assez de baston dedans. Ok. Mais Pain and Gain est une histoire vraie. Donc apparemment, tout ce qu'on voit dans le film est toujours tiré d'une histoire vraie. Donc apparemment, c'est déjà surprenant. Bon, bref. En science-fiction de notable, il a joué dans Southland Tales. Dont j'ai vu la version longue et dont j'ai rien compris et je serais incapable de le résumer. Et ça fait quelques années maintenant que je me dis qu'il faut que je le revoie et que je l'ai toujours pas fait, mais voilà. Revois Doom aussi, le jour où tu fais ça. Ça marche. Et donc là, il apparaît dans un épisode de Star Trek Voyager. Il apparaît dans l'épisode qui s'appelle Tsunkatse, qui est vraiment pas mal. Je ne me souviens plus, saison 6, c'est ça, de Voyager. Donc beaucoup de choses sont établies. On a repris contact avec l'humanité à ce moment-là, je crois. Le docteur, le HMU est libre de ses mouvements. Il peut aller partout. Et écoute, moi je trouve que c'est un chouette épisode, très centré sur Seven. Tout le monde saoule Seven au début en lui disant prends des vacances. Tout le monde en fait prend des vacances. D'ailleurs, Janeway est là juste au tout début de l'épisode et juste à la toute fin de l'épisode. Elle apparaît 2 minutes, donc je suppose qu'elle était occupée à faire d'autres choses à ce moment-là, d'autres tournages peut-être ou un truc comme ça. On a pas mal de Chakotay qui pourtant est souvent mis à l'écart. Et rien que l'ouverture de cet épisode est assez surprenante. On ouvre, je sais pas si tu as remarqué. Ça commence directement dans l'arène. Oui, alors on commence directement dans une arène, dans une scène de quelques minutes, donc dans une belle bagarre. En plus, on a deux personnes qui se tabassent. Il n'y a pas d'autre mot, mais il n'y a pas de dialogue. Et ça, c'est une très bonne entrée en matière, très percutante, c'est le cas de le dire. Mais l'ouverture, alors attends, parce que j'ai pris des notes pour le coup. La caméra, on a fondu en ouverture et on est directement sur l'arène. Et là, elle fait un panoramique, elle tourne sur elle-même. Donc moi j'ai eu le tournis, ça dure 20 secondes, c'est super long, pour voir le monde. Il y a plein de gens dans l'arène, alors c'est une impression parce qu'ils sont incrustés, mais bon voilà. Tu vois que direct, il y a des gens habillés comme des membres de la fédération, comme des membres, pas de la fédération de Starfleet, pardon. Et ça descend, et il y a une porte qui s'ouvre, et il y a un mec qui sort. Puis la caméra retourne et il y a une deuxième porte qui s'ouvre et il y a un deuxième mec qui sort. C'est super
une belle production value. En quelques secondes, Vlan, t'as ton démarrage d'épisode. C'est très accrocheur, je trouve. D'autant plus que quelques minutes plus tard, après le très beau générique de Voyager, j'aime bien le générique de Voyager, hein. Belle musique. On a Nilix qui nous présente un nouveau maquillage. Ce qui est astucieux avec ce personnage, c'est qu'il est tellement maquillé que je pense que les maquilleurs, maquilleuses doivent avoir des photos très précises de ce qu'il faut faire. Et donc, Nilix est toujours égal à lui-même. Et ben, au fur et à mesure de cet épisode, il va évoluer parce que on le découvre, il a pris un coup de soleil et donc il a la moitié du visage toute rouge. Et alors, bon, voilà, ça mène à rire parce que c'est une petite blague, hein, mais moi j'ai trouvé ça assez audacieux parce qu'il réapparaît 2-3 fois et son maquillage continue d'évoluer. Parce qu'après ça, d'abord il est tout rouge sur toute la moitié droite du visage, mais après ça il a des cloques qui apparaissent. Parce que il s'est mis le mauvais produit dessus, machin. Et c'est cool, c'est assez audacieux de faire ça. Ils se sont amusés, je pense, avec le maquillage. Voilà. Il devait y avoir un gros enjeu de pas faire de faux raccords et puis de pas oublier de scènes. Et surtout que c'est raté parce que du coup la scène où il apparaît qui se passe quelques minutes après celle où il a les cloques sur le visage, et bien la scène où il apparaît dans l'arène en train de regarder le match, il a un maquillage tout à fait classique blanc, pas un pet qui déborde. Donc c'est raté. C'est pas une comment un flashback cette scène? Non. Il est avec le HMU. Qui lui dit oui, le produit que vous avez mis sur votre coup de soleil vous fait des réactions, c'est pour ça que vous avez des cloques. Donc on voit des cloques un peu verdâtres sur son visage. Et il lui dit maintenant vous faites du repos, vous ne bougez pas. Si vous voulez, vous pouvez venir avec moi regarder des insectes, des insectes aliens. Et là, Nilix hésite entre aller voir des insectes aliens ou des combats aliens. Et il dit oh là là, c'est compliqué. Et on le voit hurler 2 secondes plus tard dans l'arène, tout fier, tout heureux. Donc peut-être que oui, peut-être que le médicament que lui a donné le HMU l'a soigné totalement. Mais bon, écoute, c'est un peu étrange, je trouve. Oui, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que on va revenir sur le match entre le Rock et Seven of Nine, hein, parce que c'est le centre. Enfin, il y a 2 matchs particulièrement notables. Mais avant ça, est-ce que tu as des choses à dire sur cet épisode? Parce que je vais rentrer dans un tunnel et je ne vais pas m'arrêter de parler pendant 5 minutes. Donc, si tu veux caler des trucs, c'est le moment ou jamais. Tu vas continuer le résumé là ou? Ouais, si tu veux prendre la suite, parce qu'en fait, j'ai même pas commencé vraiment le résumé, j'ai juste balancé des infos sans rien. Oui, t'as parlé de la scène d'ouverture, voilà. Écoute, je te disais tout à l'heure, avant l'épisode qu'on enregistre, que je me rappelais bien de l'épisode, mais peut-être pas au point d'en faire un résumé. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que Seven of Nine, elle se fait embarquer de force dans cette arène, dans ce truc qui est une espèce de mix entre du combat de catch et du combat de gladiateur. Voilà, donc ils ont des règles un peu particulières avec des vestes sur lesquelles il faut taper à des endroits précis, je crois, si je me rappelle bien. Ouais. Voilà, pour déclencher des victoires, etc. Je crois que les matchs, ils sont à mort, si je dis pas de bêtises. Non, pas tous. Non, pas tous. Ah oui, ça dépend lesquels. Exact. Et évidemment, elle est désignée pour faire un match à mort. Elle fait plusieurs matchs, hein, il me semble. Le match à mort est contre The Rock. Et il y a un entraîneur qui essaie de l'entraîner à bien se battre, etc. Et bon, elle est plutôt douée parce que c'est Seven of Nine, quoi. Et puis, comme l'équipage du Voyageur regarde les matchs sans savoir qu'il y a des gens qui sont forcés d'y participer,
Finalement ils s'aperçoivent que ils voient qu'elle est dans un match, quoi, donc ils se disent c'est qu'il y a un problème. Et je sais plus comment ils se débrouillent, mais ils finissent par la sortir de là, quoi. Et voilà. Oui, mais c'est à peu près ça. En soi, c'est pas. C'est un épisode d'action, en fait. Il se passe beaucoup de choses d'action, mais il y a une petite morale à la fin sur laquelle je vais revenir. Mais évidemment, moi, j'aime bien m'énerver. Et alors, c'est parti. Je vais m'énerver et je vais vous présenter le match que font. Le combat, les 2 combats que fait Jerry Ryan, que fait le 7 of 9, le premier face à The Rock. C'est l'heure, voilà le Rock qui rentre en scène. Il nous fait son regard direct caméra et c'est le feu, le public est en liesse, c'est incroyable. Et entre le challenger 7 of 9, oh mon Dieu, le public est choqué, un Dronborg dans l'arène, ça va saigner. Coupure pub de merde. Ça reprend, ouf. Ça trash talk direct. T'es aussi grosse qu'une souris, lui dit-il. On m'insulte en t'envoyant face à moi. Elle répond, résistance est futile, enfoiré. Coup de pied dans la poitrine. Seven se retrouve à terre. L'instant d'après, elle est debout et rend un coup de pied dans la face du Rock. Coup de pied, coup de poing dans la face, recoup de pied dans les côtes et cette fois, vlan, tatane sur la poitrine et électrocution du Rock. Quand on tape sur la poitrine ou dans le dos, il y a des pavés, ça donne un coup de jus à la personne. Il tombe les genoux à terre et oh là 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 là, le trash talk reprend. Elle lui dit qu'elle ne veut plus le frapper qu'à l'affront de la part de cette nouvelle combattante. Mais le Rock l'envoie chier en lui disant qu'il aimerait en dire autant juste avant de se jeter sur elle. Boum! Coup de la corde à linge. Seven est à terre. Elle se redresse et tente un coup de pied sauté au visage, mais complètement inefficace. Le Rock est trop brutal pour cela. D'autant qu'il lui rend une patate de forain, ça sent le sapin pour Seven. Elle tente de rendre les coups, mais est parée. Vlan, coup de genou dans l'ADN. Appelez le SAMU, ça pourra pas durer longtemps. Après un autre coup de poing dans la face, Seven est balancée contre les barricades. Elle tente de s'échapper en courant sur le mur et vlan, coup de pied dans la gueule du Rock, qui ne se laisse pas démonter et balance son poing sur la poitrine de Seven en lui infligeant ainsi son premier électrochoc. Oh là 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 là, il attrape par la nuque et la rebalance dans le ring. Les combattants se rendent coup pour coup. Aucune dent n'a volé pour le moment, mais prévenez le dentiste qu'il fasse chauffer la colle. Le Rock vient de prendre une baffe dans la gueule. Seven reprend l'avantage. Coup de pied retourné. Ça y est, son adversaire est enfin en terre. Elle lève le poing pour l'achever. Oh mon Dieu, elle a hésité. Le Rock lui balance un pied dans l'abdomen et c'en est fini de Seven. Droite dans la mâchoire. Seven tente un retourné du coude. Le Rock lui attrape le bras et vlan, coup de poing dans le dos. C'est l'électrochoc pour Seven. Rock bottom. Il enchaîne. S'il enchaîne avec le paintball elbow, il n'y a plus qu'à appeler la morgue. Non, il préfère la terminer avec un coup de poing dans le ventre, ce qui l'électrifie pour la dernière fois. Hop là, guys, c'est terminé sous les yeux, inquiets, terrifiés des membres de la fédération. Ils étaient là pour du sang. Ils en ont eu plus qu'ils n'en volaient. C'est pas mal. Il était hyper accrocheur, ce match. Tu t'en souviens ou pas? Attends, laisse-moi pas prendre mon souffle. C'était merveilleux. C'était un match qui a été construit, écrit totalement dans les règles du catch. Alors bon, de toute façon, le catch, c'est une histoire, une fois de plus. Donc on nous raconte avec, il y a forcément, pas forcément, mais il y a souvent un personnage un peu moins fort que l'autre physiquement, un personnage moins intelligent que l'autre ou moins expérimenté que l'autre, et du coup ça se joue, des fois il y en a un qui prend l'avantage, d'autres reprend l'avantage, etc., etc. Et là pour le coup, honnêtement, j'ai trouvé que c'était pas mal bien écrit. C'est juste dommage parce que ils sont obligés de faire ça, c'est normal, mais question de rythme, on revoit un peu trop souvent parce que tout ça est entrecoupé de Chakotay qui appelle Bellana sur le vaisseau pour lui dire essaye de les téléporter. Mais ils sont pas là, je les vois pas, mais blablabla. Et ça arrête pas d'être entrecoupé et c'est un peu dommage parce que ça coupe le rythme. On pourrait être un peu plus pris dans le match, je pense. D'autant que, contre toute attente, Seven, elle perd dans ce premier match. D'ailleurs, heureusement que c'était pas un match à mort, parce que sinon, oui, moi, je pense qu'il l'aurait. Je me souvenais pas qu'elle perdait dans le match. Et ouais. Ouais.
Alors, je me permets d'en placer une quand même. Je pense que tu feras un très bon commentateur de catch. Parce que là, j'ai vu beaucoup. Et deuxième chose, je suis content de ne pas être au casque. Oui, désolé, je me suis un peu trop lâché. Mais c'est pas fini en plus, c'est ça qui est catastrophique. Donc tout à l'heure, je parlais d'un premier match qui a ouvert le film. C'était un Hirogène. Un des deux combattants était Hirogène. Juste, ôte-moi d'un doute. Il me semble que les Hirogènes viennent du cadran bêta. Ou ils sont bien du gamma. Non, ils sont dans le cadran alpha. Alpha, pardon. Ok. Parce qu'il me semblait qu'on les avait déjà vus dans d'autres séries, dans TNG ou des DS9. Non, je crois pas. Hein. Je me suis imaginé. C'était introduit par Voyager, les Hirogènes. Ok, désolé, je bois beaucoup d'eau, donc et ok, bon ben voilà, race de chasseurs apparemment très physique, très violente, et donc voilà le gagnant du premier match qu'on a vu dans le film, donc c'était un Hirogène qui vient voir Seven et qui lui explique entre quelques lignes de dialogue que elle veut survivre, et lui il lui dit ben si tu veux survivre, il y a qu'un seul moyen, c'est être championne, parce que la différence entre un champion et un survivant, ici, il n'y en a pas. Donc, il faudra que Seven se batte de nouveau dans quelques jours, et cette fois-ci, ce sera un combat à mort auquel devait participer le personnage du Rock, dont j'ai oublié le nom. C'est un Pendari. C'est le nom de son espèce. D'ailleurs, le Rock, ils se sont pas fait chier. Hein. Ils lui ont pas fait un vrai maquillage. Hein. Ils lui ont fait une prothèse nasale frontale. Et puis voilà, comme ça, on le reconnaît bien. Hein. Et voilà. Mais donc, je disais, ils ont réussi à lui faire placer son rock bottom. C'est quand il attrape Seven par le cou avec son avant-bras, il place sa jambe derrière elle et il l'accompagne à terre. En fait, c'est une scène, c'est pas une scène, c'est un geste assez visuel où il saute et en fait son adversaire est emporté avec lui. Et les deux tombent, donc l'adversaire sur le dos et lui sur le visage, enfin sur la poitrine, et c'est assez impressionnant. Et généralement, il enchaîne avec ce qu'on appelle le people's elbow, où il saute 2 fois dans les cordes et puis il fait une descente du coude sur le cou, le haut de la poitrine. C'est pas exactement voilà. Et c'est assez marquant et c'est ainsi souvent qu'il termine les combats. Qu'il terminait les combats lorsqu'il en faisait. Voilà, ça fait plaisir de voir le Rock assez physique, présent quoi sur le truc. Après ça, on voit Seven s'entraîner pour ce fameux match à mort. Et il y a des moments où elle est prise en plan large et elle fait des prises dans le vide. Elle s'entraîne, tu sais, des entraînements un peu façon Karate Kid, tout. Et j'arrive pas à voir, alors que j'ai une télé HD, machin truc, c'était sur Netflix. Je n'arrive pas à discerner si c'est vraiment Jeri Ryan ou si c'est sa doubleuse qui fait les trucs. C'était assez impressionnant. Voilà. D'accord. Ok. C'était intéressant. Sur le coup, je me suis dit tiens, on dirait vraiment que c'est Jeri Ryan. Là où un peu plus tard, on voit clairement que c'est sa doublure, notamment pendant le match. Voilà. J'enchaîne avec le deuxième match. Eh ben, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ou c'est chiant. Non, c'est super cool. Arrête, tu devrais faire des commentateurs de match, des commentaires de match de catch pour de vrai. Écoute, c'est parti pour le second match. Seven rentre à nouveau sous les huées du public, mais cette fois, elle est complètement concentrée, elle ne se laisse pas faire. Quoi qu'il arrive, elle est prête pour son combat. La porte s'ouvre. Oh non, c'est l'Hirogène. Personne ne s'y attendait, absolument personne. Surtout pas moi, surtout pas toi, surtout aucun spectateur ne s'attendait à ce que ce soit l'Hirogène lui-même qui débarque. Seven est complètement déstabilisé. Coupure pub de merde. Ça reprend, trash talk direct. Seven lui dit « Tu savais que ce serait toi mon adversaire ?» Il lui répond « Oui. »
Insulte suprême, Seven lui dit qu'elle ne le tuera pas. Elle lui refuse cet honneur. Est-ce qu'on a déjà vu pire insulte à ton avis? Non, je ne crois pas. Il lui répond qu'il va la tuer. Oh là là, les hydrogènes sont très bons dans l'arène, mais au micro va falloir bosser un petit peu. C'est parti, oh là 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 là, ça va très très rapidement, direct du coche, paré par le genou de Seven, ça c'est incroyable, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Elle lui rend direct un coup de poing du poing gauche dans la face de son adversaire, mais son geste est tellement avancé que ça ne l'arrête pas. L'hydrogène enchaîne avec une droite retournée directement dans la poitrine de Seven, électrochoc. Après seulement 2 secondes de combat, vous pouvez faire péter le champagne, c'est déjà terminé. Seven est à terre. À peine le temps de se relever qu'elle se mange 2 coups de pied dans les côtes. Elle esquive le 3e. L'hydrogène consomme beaucoup d'énergie dans le vide avec un coup de pied retourné, très beau, mais totalement raté, inutile. Un nouveau coup de pied retourné. Seven prend le risque de l'esquiver en se baissant. Par pitié, ne faites pas ça chez vous. On voit très nettement que Jerry Ryan est doublé pour cette séquence. Vlan! Double coup de pomme dans le dos de l'hydrogène. Électrochoc qui le projette à terre. Reboucher la bouteille de champagne. C'est pas terminé. Trash talk. Seven lui dit abandonne. À quoi l'hydrogène lui répond d'un coup de savate dans le bras. Oh, il est à portée de contact maintenant. Il bloque son bras. Paf! Coup dans le dos. Électrochoc pour Seven. Sa colonne vertébrale est probablement brisée. Il lui tord de bras et lui murmure quelque chose à l'oreille. Je n'entends pas tant la foule est en fureur. Coup de poing dans l'épaule. Elle est disloquée. J'ai jamais vu ça. Seven se retournait avec une souplesse incroyable. Elle balance son tibia en pleine gueule de l'hydrogène. Parade sous le coude. Coup d'avant-bras dans le visage. Hydrogène totalement désemparé. Une autre parade. Un autre coup dans la face. Il tourne le dos. Ça n'attend pas. Boum. Coup de pied. Électrochoc pour l'hydrogène qui se retrouve de nouveau à terre. Il se relève tout de même, 2 coups de pied direct en jambe tendue. Le 2e électrocute Seven. Elle lui rend un coup de coude dans le visage. Il lui rend un direct du gauche. Les 2 combattants sont à bout de souffle. La première erreur signera l'arrêt de mort. Seven ralentit. L'hydrogène attrape son bras, la soulève et la balance à terre. Vous pouvez commencer à verser le champagne. C'en est fini d'elle. Trash talk à nouveau. Il lui dit qu'elle est imparfaite. Oh là là, elle est pas contente. Elle se relève en lui faisant manger sa chaussure. Le coup est tellement puissant que l'hydrogène vole dans les airs en tournant sur lui-même. Vlan, coup de pied retourné en pleine gueule, reboucher le champagne. Seven reprend la main. Coup de pied, électrochoc. Bang! Coup de poing dans le crâne de son adversaire. Seven, c'est reparti dans la course. Bang bang! Double coup dans la poitrine. Elle s'appuie sur la barrière. Paf! Électrochoc pour l'hydrogène qui fait un salto arrière sous l'impulsion. La foule est en délire. Oh mon Dieu, je comprends pas ce qui se passe. Alors que Seven est en train de parer une attaque et remet son adversaire à terre, les 2 combattants disparaissent. Probablement un problème de télétransmission. C'est bon, ils sont revenus. Coup de coude direct dans la pommette. L'hydrogène retourne au sol, ça devient une habitude pour lui. Il sait compter les fleurs. Les coups pleuvent en tous sens. Ils sont rapides, directs. Plus personne ne parle, plus personne ne fait de prise, plus personne ne fait quoi que ce soit. Ça se bagarre comme à l'école. Électrochoc par-ci, électrochoc par-là. Il semble que Seven reprenne le dessus. Coup du plat de la main. Hydrogène au sol, les bras en croix, c'est terminé. Seven s'approche, lève les bras. Est-ce qu'elle va hésiter? Elle prépare ses bras, elle va faire un double fist Kirk. Que fait-elle? Oh non, elle hésite. Oh mon Dieu, elle vient de fuir le combat. Quelle déception, mesdames et messieurs. Je n'avais jamais vu un combat comme ça. C'est terminé. Plus rien. Ce qui se passe en fait, c'est que dans le film, dans l'épisode, Chakotay et B'Elanna découvrent où se situe Seven et l'hydrogène et les téléportent tous les 2. Et donc il n'y a pas de fin à ce combat qui devait être à mort et c'est bien dommage. Non, c'est pas dommage évidemment parce que Seven, il n'aurait pas fallu la faire tuer. Mais là où ça redevient intéressant, c'est que après le combat, en fait, elle a un dialogue. Qui clôt l'épisode où elle discute avec le Vulcain. Comment? Ah, Tuvok. Avec Tuvok, qui essaye de la faire parler. Donc il lui dit comment ça va. Elle lui dit j'ai un peu mal. Non, je parlais pas de votre santé physique, mais de l'autre santé. Donc on comprend la santé mentale. Elle se confie à lui. Déjà c'est un joli petit échange. Et il dit il sent qu'il y a quelque chose qui cloche et il lui dit mais qu'est-ce qui ne va pas parce que au final vous avez survécu donc vous avez bien joué quoi, bravo. Elle lui dit non, j'ai perdu le contrôle, j'ai perdu mon humanité pendant ce combat, je n'ai gagné que
parce que j'ai laissé la bête sortir, quoi, en gros. Et il lui dit, ok, qu'est-ce que vous éprouvez? Ben, pendant le combat, et maintenant j'éprouve de la honte et de la gêne et de la colère. Je ne suis plus humaine. Et là, il lui répond, ben, ce sont des émotions on ne peut plus humaines. Moi, je pense que vous êtes plus humaine que jamais. Et ça clôt l'épisode et c'est assez merveilleux parce que bah, du coup, c'est pas forcément quelque chose qu'on aurait attendu d'un épisode comme ça. Moi, je m'attendais vraiment pas à de petites morales mignonnes à la fin de celui-là, juste à bon, ben c'est bon, ils ont survécu, c'est reparti. Mais non. Voilà. Non, mais ouais, c'est cool, c'est vachement cool. Et donc du coup, donc The Rock, lui, parmi tous les catcheurs qu'on a cités, il a la chance d'avoir fait du catch dans l'épisode. C'est le seul à avoir fait ça finalement. Voilà. Comme je disais, il faut leur faire des trucs. Hein. Ça sert à rien de les avoir si c'est pour rien leur faire faire, hein, comme les deux premiers. Donc le Big Show, il soulève Jolene à bout de bras, il attrape quelqu'un par la gorge aussi, il me semble. Il étrangle quelqu'un, non? À un moment. Qui ça, tu dis? Le Big Show. Le Big Show? Non? Je sais plus, pas vraiment. Si, il doit être attrapé petit Paul, peut-être par la gorge à un moment donné, avant qu'elle lui lette les couilles. Bref, voilà. Et le Rock, du coup, ils se sont dit, on va le faire. Comment? C'est pas vraiment un combat, quoi, tu vois. Ouais. Oui, mais c'est en fait, c'est dommage d'avoir un tel physique et de ne pas l'utiliser, de juste le regarder, quoi. Il faut lui faire des trucs et c'est là que ça devient intéressant. C'est soit tu le fais faire des trucs basiques, soit tu le fais carrément bouger comme ils ont fait avec le Rock qui fait du vrai cash et qui était cool, quoi. Et d'ailleurs, ils ont eu l'intelligence de ne pas le faire revenir, c'est-à-dire qu'il part sur une victoire. Donc tu te dis, le Pendari, il a défoncé Seven of Nine. Qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été lui et pas l'Hyrogène à la fin? Bon, l'Hyrogène nous est présenté comme le champion ultime. Donc c'est lui le vrai champion de l'arène. Mais bon, tu sais, tu as toujours cette question. Et si ça avait été l'autre, quoi? Donc ça aussi, c'est assez intelligent. Voilà, c'était un épisode assez cool. Et voilà pour nos 4 catcheurs apparaissant dans des épisodes de Star Trek. Mais ce n'est pas terminé parce que dans le ProWrestlingStories.com, dans cet article, on nous parle du Captain Kirk. Et alors on nous parle du Captain Kirk, non pas pour son double fist Kirk, non pas pour ses magnifiques matchs qu'il fait dans la série originale, parce que c'est du vrai catch, hein, ce qu'ils font dans la série originale. Il y a des coups de pied ciseaux, il y a des suplexes, tu sais, quand tu attrapes ton adversaire, quand tu le ceintures par derrière et que tu le balances par-dessus toi pour le faire tomber sur son dos. Ils font tout le temps ça dans tous les sens. Le double fist, alors c'est pas une vraie prise de catch, mais ça me surprendrait pas de voir ça dans du catch, du moins dans les années 80-70. Je suis sûr que même avant, d'ailleurs, dès les années 50-60, je suis sûr et certain qu'on devrait pouvoir en retrouver par-ci par-là. Mais William Shatner a été appelé à la WWF puis la WWE pour faire des petites histoires où il jouait un méchant avec Jerry Lawler. Jerry Lawler, c'était un catcheur assez connu, surtout pour ses capacités au micro. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est principalement invité pour faire du commentaire de match, de la commentation, du commentaire. Je sais pas comment on dit. Et voilà. Et honnêtement, c'est pas très intéressant. C'est un peu nul. Mais il faut savoir qu'il a été. Quand il joue le méchant, il fait du catch. Il a fait des matchs de catch. Non. Il vient, il prend le micro, il dit des méchancetés. Mais en plus, tu connais Shatner avec son surjeu. Déjà que le catch, c'est du surjeu. Là, il surjoue le fait de surjouer. Donc, il fait des regards caméra. Il se prend vraiment. J'aime vraiment pas trop ces trucs. Et il est revenu en 2021, donc en plein confinement. Il a été intronisé au WWE Hall of Fame.
et la cérémonie de 2021 est très particulière parce qu'elle est, comme je disais, en plein confinement, donc il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'on voit juste un enchaînement des 5 ou 6 personnes qui ont été intronisées, filmées chez elles depuis une webcam et qui font un petit discours. Son discours est nul, il dit c'est un honneur, merci, je suis très content, voilà, truc. Il en a rien à foutre. Et honnêtement, je pense qu'il a été intronisé parce qu'il la WWE devait se dire bon, ça va être une mauvaise séance d'intronisation. Qui est-ce qu'on va mettre? Des personnages un peu random dont on se fiche un peu parce que de toute façon personne ne va le regarder celui-ci. Et bon voilà, ils l'ont mis lui, pourquoi pas. Voilà. Ça a quand même fait pas mal parler au moment où c'est arrivé parce que moi qui m'intéresse pas au catch, j'étais au courant, tu vois. Alors déjà, pour les ignares dans mon genre, qu'est-ce que c'est le Hall of Fame de la WWE en fait? Alors, la WWE est une entreprise tellement historique, tellement vieille, hein, ça remonte aux années 50, son histoire, c'est le père de Vince McMahon, donc là on est à la 3e génération qui la gère. J'ai perdu le mot, il y a un mot qui définit les trucs de catch, mais bon, ça va me revenir probablement plus tard. Cette fédération, voilà, cette fédération de catch, c'est la plus historique, la plus vieille, la plus grosse, hein. Et tellement grosse qu'il y a eu des stars tellement immenses qui sont venues qu'aujourd'hui ils se permettent même d'avoir créé ce qu'on appelle un Hall of Fame. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, un Hall of Fame, c'est très américain hein, dans l'idée. C'est un genre de panthéon des personnalités qui ont traversé l'entreprise. Donc tous les ans, en fait, on a une sélection de personnes qui sont intronisées au Hall of Fame. C'est assez segmenté, donc tu as une superstar de la WWE, donc un catcheur, une superstar de la WWE, donc une catcheuse, une équipe de catch qui est intronisée, donc ce qui fait que direct tu as des personnes qui ont été intronisées 2 fois hein, dans le cadre d'une équipe et dans le cadre d'un solo. T'as une star hors WWE. Il me semble que Donald Trump est dans le Hall of Fame de la WWE. Il faudra que je cherche parce que Donald Trump est le meilleur ami de Vince McMahon, le créateur de la WWE. Donc c'est dans ce cadre-là que William Shatner a été introduit parce que t'as tout le temps une grosse star voilà qui vient d'ailleurs et t'as une personnalité autre, c'est-à-dire que souvent ils font introduire un enfant atteint d'une maladie rare, très rare, qui voilà, ça permet de faire un beau geste et en plus la WWE en profite pour faire un gros don pour la recherche scientifique sur cette maladie ou sur les maladies de manière générale. Ils ont un organisme qui s'appelle Make-A-Wish dans lequel ils font rencontrer leurs catcheurs aux enfants dans les hôpitaux, machin. Ils font des collectes de dons pour les redistribuer. Enfin ça c'est assez important chez eux. Et du coup tous les ans t'as ce petit truc et voilà, donc tous les ans au moment de WrestleMania tu as droit à ta cérémonie du Hall of Fame le jour avant, qui est remémoré durant WrestleMania avec l'apparition des personnages. D'accord. Voilà, est-ce que j'ai été clair? Ouais, très clair. Donc finalement le fait que ça soit pas un catcheur, ça reste assez courant que du coup il y a ça arrive tous les ans, quoi, qu'il y ait des gens qui soient pas des catcheurs mais qui soient intronisés au Hall of Fame. Tous les ans, t'en as un et voilà. Et là, vu que je pense que c'est ça hein, la logique, c'est que vu que c'était une année pas très intéressante, ils l'ont mis lui parce que c'est pas, honnêtement c'est pas très marquant ce qu'il a fait. Je vérifie Donald Trump. S'il y est, parce que c'est un peu... j'ai le site qui plante. Apparemment non. Par contre, c'est lui qui a hosté 2 WrestleMania. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment très très proche. Hein, ces deux. Bon, bref, voilà.
comment bien pourrir. D'accord. Parce qu'effectivement, moi, je me rappelle que sur Twitter, notamment, il y avait pas mal de gens qui râlaient en disant que c'était un scandale qu'il soit au Hall of Fame parce que c'était pas un catcheur, machin. Donc, du coup, finalement, c'est des gens qui connaissent pas plus le catch que ça, parce qu'apparemment, c'est normal. Ça n'a aucun sens de râler pour ça, alors que tous les ans, t'en as un. Si, en 2013, Donald Trump a été introduit au Hall of Fame de la WWE. Ils ont fait notamment un match, alors il n'a pas catché, mais dans lequel lui et Vince McMahon choisissent un champion qui se bat, et celui qui perd fait que son milliardaire doit se raser la tête. Et celui de Donald Trump a gagné, donc Vince s'est fait raser la tête en direct live en 2013, je crois, ou 2014, devant des millions de téléspectateurs. Voilà, c'était rigolo. D'accord. Ok. Et oui, donc du coup sur Twitter, je me rappelle que William Shatner avait répondu à une de ces personnes qui se plaignait qu'il ait été intronisé au Hall of Fame. Ah ouais. En partageant une compilation de prises de TOS où le capitaine fait des prises de tête. Mais c'est ça a amusé beaucoup de monde en 2020, quoi. Ouais, c'est bien joué de sa part. Mais honnêtement, moi, les combats de TOS, je les trouve géniaux. Hein. Enfin, moi, ça me fascine à chaque fois que je les vois. Je me dis, mais notamment le combat contre Khan, qui commence avec Khan qui arrive, qui prend le phaser de Kirk et qui le plie en deux, et puis c'est parti, il s'envoie des tatanes dans tous les sens. C'est génial. Kirk est même obligé de tricher. Il prend une clé à molette et tout pour lui taper dans le dos et tout. Et c'est ce que je disais, il lui fait des ciseaux de tête. Ce qui n'a pas de sens, tu sais, c'est si tu te bats avec quelqu'un, si tu veux terminer le combat, en fait, le plus rapide, c'est d'arriver à le contourner et de passer le bras derrière son cou et de lui faire une prise de cou. Une clé anglaise au cou. Comme ça, la personne s'évanouit et le combat est terminé. Ça, si tu te bats avec quelqu'un dans la rue, le seul moyen d'arrêter le match sans te faire trop mal et sans faire trop mal non plus, sans tuer la personne, c'est de faire ça. Parce que si tu y vas à coups de poing, tu as une chance sur deux d'y rester ou de tuer la personne. Ça, c'est très très dangereux. Mais personne, je sais pas, tu as déjà vu des combats de rue, des gens se battre dans des concerts ou des trucs, non? Là, t'as jamais vu quelqu'un dire je vais claquer le ciseau de tête. Donc je saute avec les jambes en avant pour attraper la nuque de mon adversaire, le bloquer avec les pieds, mettre les mains à terre et faire un salto arrière pour l'envoyer paître. C'est incroyable. Et moi, quand je vois ce genre de truc dans des films, j'explose de rire et j'explose de joie à la fois parce que c'est hyper visuel et c'est complètement idiot. Il faut que ça soit spectaculaire et pas que ça soit. L'efficacité n'a jamais été vraiment imprimée au cinéma dans les combats, quoi. Oui. Notamment toi qui as fait de l'escrime. Voilà. Après, la difficulté. Alors ça se fait. Il y a des pratiquants d'un marché historique européen qui ont fait quelques vidéos où ils essayent de montrer des combats qui soient à la fois cinématographiques et réalistes. Ouais. Mais dans les faits, c'est quand même extrêmement compliqué de mêler les deux à la fois pour pas mal de raisons. Mais après, évidemment, il y a plus ou moins absurde quoi dans le combat. On parlait de Princess Bride tout à l'heure. Les combats des Princess Bride sont si t'enlèves les saltos et les 2-3 acrobaties qu'il y a. Les combats sont assez réalistes quand même. Ouais. Mais ça mouline un peu du bras quand même pour faire des coups d'épée. Notamment dans Zero Quest par exemple, on fait les chorégraphies de combat le jour même sur le lieu du tournage quoi. On répète 2-3 fois avant et puis on improvise un peu les chorégraphies quoi. Et dans ces conditions-là, tu peux pas faire un truc réaliste parce que t'as pas le temps. On n'est pas des pros, on n'est pas entraîné du coup. Je veux dire, l'entraînement pour faire la chorégraphie, on l'a fait 3 fois avant et puis terminé. Donc il faut que les coups prennent assez de temps pour laisser à la personne le temps d'esquiver. Donc, de fait, ne peut pas faire quelque chose de réaliste, esquiver ou réagir, en tout cas faire ce qu'il est censé faire ensuite.
Et en fait, moi, au tout début que je faisais ça, que je faisais un peu d'escrime de spectacle pour de la vidéo, je faisais des coups réalistes, mais du coup, je les ai au ralenti. Ce qui fait que, en fait, ça marchait pas parce qu'en fait, j'avais l'air super lent. Par contre, au niveau de la distance et du mouvement, mon coup était bon. C'est juste qu'il était lent. Mais en fait, ça va pas du tout, ça marche pas. Donc en fait, il faut faire des coups très amples, qui n'ont aucun sens d'un point de vue martial. Mais par contre, ça te permet de le faire vite, tout en laissant à ton adversaire, à ton partenaire plutôt, parce que du coup c'est pas un vrai adversaire, à ton partenaire le temps de faire la suite de la chorégraphie, quoi. Ouais. Voilà. Et donc forcément, ça donne des combats qui sont pas réalistes si tu sais à peu près comment on se bat, quoi. Voilà. Vu que tu parles de Zero Quest, Burgundia, donc allez voir ça sur YouTube, c'est assez cool. Est-ce que comment ça se passe quand vous arrivez, le réalisateur vous dit vous commencez là le combat et je veux que ça se termine de telle manière et puis vous vous débrouillez, ou c'est quand même minimum c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. En gros, il nous dit à peu près ce qui doit se passer. C'est des grandes lignes dans le combat. Et après, on improvise la chorégraphie hors caméra. Où on commence, y a celui qui entame le combat fait un premier coup, l'autre il se dit attends, je vais réagir comme ça. Et puis ensuite on fait le coup suivant. Alors attends, moi je réplique comme ça et ainsi de suite. En fait. Cool. Et après on répète l'enchaînement qu'on vient d'improviser en fait. Et après on filme. Ok. Voilà, c'est la méthode amateur. Oui, mais bon, c'est efficace, quoi. C'est compliqué, donc on peut pas en plus réunir les gens avant pour répéter et après pour filmer. Voilà. Ok, merci pour ces informations. Ok, niveau catcheur dans le monde de Star Trek, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à en dire. L'article fait mention de Cody Rhodes qui a fait une entrée assez remarquée et remarquable il y a 2 ans, je crois, lors d'un show de la AEW, donc le concurrent actuel de la WWE. Il est arrivé habillé en tenue de TNG à peu près, rouge et noir, avec son frère qui lui est arrivé en jaune, en tenue d'ingénieur, c'est ça, hein, ainsi qu'un autre de ses comparses en jaune, et évidemment Brandy Rhodes, son épouse, qui est arrivée en tenue de Seven of Nine. Et ils avaient un chien en laisse, mais ça n'avait pas de sens. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Et voilà. Et donc ça, moi, je me souviens, sur le coup, ça m'a marqué et j'étais trop heureux de voir ça. Sauf que, ça, c'est cool, quoi, c'est fun, mais ça avait pas de lien avec l'histoire qu'il racontait. Il n'y a pas eu de répercussions inverses, hein. On l'a pas vu qui que ce soit dans Star Trek. Mais bon, voilà. Il y a eu pas mal d'autres. Comment ? Ils avaient leur badge à l'envers, non ? C'est vrai ? Je me souviens plus. Alors j'ai fermé l'article, je l'ai plus sous les yeux, mais je me souviens plus. Bon, bref, je sais que Brandy, j'ai trouvé dommage de l'avoir mise. C'est la tenue ultra moulante de Seven of Nine. Bon, après, le catch a toujours eu un aspect sexy, autant dans le sens masculin que féminin, mais bon, il y avait peut-être d'autres choses à faire. Et puis même limite, tu vois, quitte à aller dans le sexy, peut-être la faire en mirror. Et puis, bon, voilà. Mais bon, c'était rigolo. Mais par contre, ce que j'allais dire, il y a eu beaucoup de stars, beaucoup. Il y a eu des stars qui sont apparues dans Star Trek, d'autres personnes. Moi, Tom Morello qui apparaît dans Star Trek, je trouve ça incroyable, hein, le guitariste de Rage Against the Machine. Voilà, ça a pas mal attiré les regards. Bon, maintenant que les séries Star Wars sont arrivées, et ils ont 3 fois plus de star power que Star Trek, évidemment, mais il y a eu un moment où c'était un peu la mode d'apparaître dans Star Trek, hein. Ils étaient souvent sous un maquillage extraterrestre, on les reconnaissait pas. Mais... Oui, on l'a vu à chaque fois qu'on parle des films, ce nombre de stars qui sont apparues mais qui étaient couverts de maquillage,
méconnaissables. C'est comme ça. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour en un peu plus d'une heure et demie. Merci beaucoup Thierry. T'as quelque chose à rajouter sur le catch ou sur Star Trek ou sur autre chose, tout autre sujet? Non, c'était voilà, on a fait notre tu vois, il y avait de quoi dire quand même sur le catch et Star Trek, mine de rien. Ouais. C'est juste marrant de voir un peu toutes les connexions qu'on peut faire en partant de Star Trek. Ouais. Et en regardant ce qu'il y a autour, mais quelque part, si tu veux, de ce côté-là, ce qui est quelque part logique vu la durée de vie de Star Trek et la quantité de séries, enfin d'épisodes qu'il y a eu, etc. Mais... Et l'importance culturelle, parce qu'une fois de plus, nous, on regarde ça de notre point de vue de français, mais culturellement, populairement, Star Trek a une place très très forte, très ancrée dans la culture pop américaine. Donc c'est normal en fait d'avoir des croisements et des croisements comme ça. C'est pas enfin c'est surprenant sans être surprenant quoi. Et même tu vois, moi je suis limite un peu surpris qu'il n'y en ait pas eu plus que ça. D'accord. Ouais, moi, je savais juste qu'il y avait The Rock au moment où je t'ai proposé le truc, mais je m'étais dit, je présume qu'il y en a d'autres. Voilà. Je me suis dit, bon, vu le nombre d'épisodes, il y a forcément, voilà. Et donc, finalement, je trouvais que c'était pas si mal 4, vu que je savais pas du tout où j'allais avec ça. Et voilà, c'est marrant qu'il y en ait 2 dans Enterprise. Ouais. Ben après, Enterprise, c'est quand même la série la plus la plus action de Star Trek. Et bon, au final, ils en ont rien fait de leur catcher, mais enfin, d'un sur les deux. Mais oui, c'est surprenant et pareil sans être surprenant, quoi. Ouais. Je lance juste un appel, évidemment, si vous faites du podcast centré sur le catch, je pense aux copains de Radio Bière Catch. Si j'ai dit des bêtises, je vous présente toutes mes excuses et vous êtes invités à venir, pas me casser la gueule, mais venir me redresser dans ces micros pour me dire non, McGee, c'était le meilleur catcheur du monde de tous les temps et Tini, il a eu un run incroyable en 97, machin. Bref, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je les recevrai avec amour et courtoisie. À nouveau, merci Thierry, à très bientôt pour un tout autre sujet qui n'a pas été défini encore. Ciao. Salut. Oh, non.